David Lelaire, je suis membre du conseil d'administration et membre du bureau de la CPTS et je suis accompagné par Fanny Le Bourgeois, chargée de projet à la CPTS. Merci à toutes et tous pour votre présence. Je vous informe qu'on enregistre le webinaire parce qu'un certain nombre de mes confrères, consoeurs, infirmières et infirmiers m'ont signalé leur absence aujourd'hui, mais souhaitaient avoir le contenu du webinaire. La CPAM est présente pour toutes les questions, pour avoir une fonction support sur toutes les questions autour de la facturation, de la nomenclature. Et nous avons également la présence de Monsieur Enrique Neves, qui représente OmniDoc, qui est l'outil le plus utilisé dans le Cotentin, et en tout cas celui sur lequel vous trouverez le plus d'experts pour la téléexpertise. Et donc, il nous semblait pertinent de solliciter cet acteur-là et cet outil-là pour vous présenter la téléexpertise, et il saura, d'un point de vue technique, vous expliquer bien mieux que moi ce que c'est que la téléexpertise. Et d'ailleurs, pour clarifier en introduction toujours cette question de la téléexpertise, parce que parfois c'est un peu méconnu, hein, c'était juste pour vous différencier la téléconsultation de la téléexpertise. La téléconsultation, c'est une consultation entre un patient et un médecin à travers les outils, la technologie pour que ça puisse être fait en distanciel, alors que la téléexpertise est un échange entre deux professionnels, un requérant et un expert, qui est sécurisé et qui permet d'aboutir à une prescription sur un problème de santé évoqué. Donc, à titre personnel, j'utilise déjà OmniDoc et je le fais facilement, notamment avec les médecins traitants, par exemple. J'ai eu l'occasion dernièrement d'avoir une patiente qui est âgée, qui ne peut pas se déplacer, qui souffrait d'une conjonctivite. Et en fait, très rapidement, j'envoie les signes cliniques à son médecin traitant, j'envoie une photo de l'œil à son médecin traitant qui m'a répondu dans la journée, qui m'a fait une ordonnance Vectobrex que j'ai faxé directement à la pharmacie et la patiente était traitée le soir sans que personne se déplace. Voilà, je laisse donc la parole à Claudio. Est-ce que c'est bon? Est-ce que là, vous m'entendez bien? Ouais, j'ai eu un switch entre mes écouteurs et mon ordinateur, c'est bon. Bonjour à tous, donc moi je suis Claudio Enrique Neves, donc responsable partenariat chez OmniDoc, et du coup je m'occupe de l'accompagnement des utilisateurs OmniDoc sur la région Normandie, plutôt sur la partie libérale, et je suis aussi en charge des relations avec les CPTS. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de commencer par un topo rapide sur la téléexpertise, donc qu'est-ce que c'est, qui peut le faire, comment, pourquoi, et ensuite vous faire une démonstration fonctionnelle du coup de la plateforme, puis éventuellement donc répondre à vos éventuelles questions, à vos suggestions, à vos remarques. Après, bien évidemment, s'il y en a parmi vous qui sont déjà utilisateurs de la plateforme et qui veulent parler un peu de leur utilisation, n'hésitez pas. C'est toujours bien d'avoir de vrais cas concrets, un peu comme ce que vous venez de faire, pardon. Et je vais commencer donc par vous partager mon écran et vous me dites quand vous le voyez. Normalement, vous devez être sur une présentation de OmniDoc. C'est bon de votre côté? Ok, très bien. Donc, tout d'abord, une présentation donc, rapide d'un topo sur la téléexpertise. Donc, OmniDoc, nous, on est une société privée qui existe depuis 2019 et qui met à disposition une plateforme de téléexpertise et de IRCP qui facilite et valorise la collaboration médicale, comme c'est écrit juste ici. Avant toute chose, qu'est-ce que la téléexpertise? La téléexpertise, on est parti d'un constat assez simple, c'est que c'est une pratique qui existe depuis longtemps. C'est une pratique qui est faite par les médecins, les paramédicaux, tous les professionnels de santé, qui existe déjà par mail, par téléphone, par WhatsApp, par SMS, etc., mais qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas tracé et qui ne permet pas non plus une valorisation du temps médical passé à demander un avis ou à répondre à un avis. Et donc, l'assurance maladie a voulu cadrer cette activité en créant un acte médical à part entière, qui sont en réalité deux actes distincts, mais pour la même chose que la téléexpertise, et j'y reviendrai un peu plus tard sur ces différents actes. Acte médical dont la définition est un échange d'avis entre un requérant d'un côté, qui est celui qui va demander un avis, et un requis de l'autre, qui est celui qui va répondre à l'avis d'expertise et qui se fait à distance et de manière asynchrone. C'est-à-dire,
un requérant va faire une demande et il va pas avoir alors il peut avoir une réponse immédiate si le requis est connecté au même moment, mais en général, ça reste quand même asynchrone sur un certain délai. Qui peut solliciter un avis de téléexpertise? Donc aujourd'hui, on a, et depuis avril 2022, toutes les professions de santé qui peuvent solliciter un avis de téléexpertise, médecins, sages-femmes, auxiliaires médicaux, pharmaciens, et donc ils peuvent utiliser OmniDoc. OmniDoc, ils pourront s'inscrire à titre individuel totalement gratuitement et pouvoir demander des avis aux professionnels de santé qui sont autour de leur lieu d'exercice. Qui peut rendre un avis d'expertise? Donc là, plutôt côté requis, on va retrouver côté requis uniquement donc les médecins, donc tous les médecins sans exception, et les sages-femmes qui vont pouvoir répondre à des avis de téléexpertise et donc pouvoir être requis également de la plateforme OmniDoc. Et enfin, les patients qui sont concernés par cette téléexpertise, toujours depuis avril 2022, la téléexpertise concerne absolument tous les patients de santé et c'est un acte qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie en tiers payant. Que ce soit côté requérant comme requis, c'est une feuille de soins électronique qui est envoyée à l'assurance maladie lorsque cette téléexpertise a eu lieu et qui permet du coup une valorisation du temps médical passé. Donc une cotation d'acte. Côté requérant, un acte qui est un acte RQD et qui vaut donc 10 € par avis demandé. Cet acte de téléexpertise, tout à l'heure je vous disais que tous les professionnels de santé peuvent être requérants de téléexpertise. En revanche, il y en a certains qui vont pouvoir valoriser. Et parmi ces requérants qui peuvent valoriser les actes, on va retrouver les médecins, les sages-femmes, les orthophonistes, les infirmiers, les kinés et pédicures podologues. Toutes les autres professions de santé, elles peuvent utiliser la plateforme, mais aujourd'hui, elles ne pourront pas valoriser cet acte. En revanche, il y a des négociations qui sont en cours entre les différents syndicats et la CNAM pour pouvoir ouvrir à de potentiels requérants supplémentaires. Côté requis, c'est un acte TE2 qui vaut 20 € par avis rendu, et on va retrouver de ce côté-là tous les médecins et les sages-femmes qui vont pouvoir répondre à des avis et qui vont pouvoir donc valoriser ces actes à 20 € par avis rendu. Une petite parenthèse sur les cas particuliers, le professionnel de santé salarié, le professionnel de santé remplaçant. Je fais la distinction parce qu'aujourd'hui, cet acte de téléexpertise, il est faisable et valorisable par tous les professionnels, qu'ils soient salariés ou libéraux. C'est juste que lorsqu'on est un professionnel de santé salarié, la valorisation revient directement à l'établissement qui nous salarie, donc à la structure dans laquelle on travaille. Et lorsqu'on est libéral, ça revient directement au professionnel de santé. Pour le professionnel de santé remplaçant, il a tout à fait la possibilité de s'inscrire en son nom et de demander ou de répondre à des avis de téléexpertise. En revanche, pour la valorisation, comme il n'a pas son propre numéro, il va utiliser son numéro de facturation, il va utiliser le numéro de facturation du remplacé pour pouvoir valoriser et qui a ensuite une rétrocession de cet acte-là, comme tout autre acte médical qui peut être pratiqué. Enfin, quelques règles à respecter pour réaliser une téléexpertise et qui sont indispensables pour que la téléexpertise soit viable, c'est obtenir au préalable le consentement libre et éclairé du patient. Et donc là, dans la démo, je vais vous montrer qu'au tout début de la téléexpertise, avant même qu'on commence à demander quoi que ce soit, on va lui demander des infos et on va s'assurer que ce consentement a bien été pris. L'utilisation d'un outil sécurisé. OmniDoc est un outil sécurisé hébergé par un hébergeur de données de santé en France. Donc tout ce qui va se faire sur OmniDoc est bien conforme au RGPD et au PGSSI. Et enfin, enregistrer un compte rendu dans le dossier du patient. Vous allez le voir pareil dans la démo, en fin de téléexpertise, le requérant comme le requis vont avoir accès à un compte rendu qu'ils vont pouvoir télécharger en PDF, télécharger en Word, envoyer dans leur dossier patient, dans leur logiciel habituel, et ensuite donc pouvoir l'éditer, l'imprimer, le mettre dans le dossier, etc. Ce que j'ai l'habitude de dire avant de passer sur la démo, c'est que sur OmniDoc, on va pouvoir gérer parfaitement toute la partie médicale. Donc l'échange d'avis à proprement parler, la mise en lien entre le requérant et le requis, l'échange d'avis, etc. Toute la partie que j'appelle plutôt la partie administrative de création de dossier patient, de la mise du compte rendu dans ce dossier et la facturation de l'acte va se faire sur vos logiciels habituels de cabinet, enfin vos logiciels libéraux ou dans les systèmes d'information des établissements de santé si vous êtes salarié. OmniDoc a la capacité de créer des liens avec ces systèmes d'information, ces logiciels qui permettent d'automatiser telle ou telle partie administrative, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec tous les logiciels, mais avec une bonne partie d'entre eux. Et on essaye de discuter, nous, avec tous les éditeurs pour pouvoir créer ces connecteurs avec tous les éditeurs de logiciels
pour faciliter un peu la vie de nos utilisateurs et leur permettre, par exemple, de créer le dossier du patient en automatique lorsqu'il n'existe pas, ou de créer la feuille de soins, au moins de la pré-remplir en automatique pour qu'il n'y ait plus que quelques clics pour valider le document et l'envoyer à l'assurance maladie et le télétransmettre. Maintenant, sur l'utilisation de Midoc, juste avant la démonstration fonctionnelle, je voulais vous montrer déjà des exemples de projets, un ou plusieurs exemples de projets qui existent sur le territoire. Aujourd'hui, l'utilisation de Omnidoc, il y a l'utilisation individuelle, celle que je vais vous montrer aujourd'hui, qui vous permet et qui permet à tous les professionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'inscrire à titre individuel gratuitement pour pouvoir demander et répondre à des avis. Il y a des fonctionnalités payantes sur Omnidoc qui concernent les structures, les organisations médicales qui veulent s'organiser et créer des groupes, par exemple sur Omnidoc, côté requérant comme côté requis, ou qui veulent mettre en place des réunions de concertation. Et dans ce cas-là, c'est des fonctionnalités payantes qui vont être mises en place sous forme d'un abonnement avec ces établissements ou avec ces médecins. C'est le cas, par exemple, avec le CHPC, donc du Cotentin. On va retrouver donc une page web dédiée au projet de téléexpertise avec une description de l'établissement et en dessous les différents projets qu'on accompagne pour l'instant au sein de l'hôpital. Donc les 10 projets que vous voyez ici, qui sont listés ici, et pour chaque projet, vous allez retrouver ici, par exemple, pour prendre la dermatologie, une description du projet médical qui est rédigée par les dermatologues, où ils vont mettre le type d'œil auquel ils répondent, ce combien ils s'engagent à répondre, ce qui ne relève pas de la téléexpertise, et toutes les informations qu'ils souhaitent donner aux requérants avant qu'ils puissent les solliciter. Sur ce qu'on appelle ligne d'avis, on a la possibilité de filtrer les professions autorisées à demander des avis. Donc la dermato, aujourd'hui, est ouverte aux médecins et aux infirmiers du territoire, et en dessous apparaît donc l'équipe médicale qui va répondre à ces avis de téléexpertise. Si on change de projet, si on prend la gériatrie, on va avoir une description et un projet différent, une organisation différente et une équipe différente qui vont répondre aux avis. Et on a tous ces projets, donc la néonate, la néphro, la neurologie, la gynéco-obstétrique, l'infectio, etc., etc. C'est le cas aussi pour des projets privés, donc dans des cliniques, pour des cabinets de ville, et pour toute organisation médicale qui souhaiterait s'organiser sur la téléexpertise par ce moyen-là. Maintenant, sur l'utilisation à proprement parler, Omnidoc, c'est une application web. Donc, il suffit d'avoir un accès Internet et un navigateur web fonctionnel. Vous n'avez pas besoin de télécharger le logiciel en dur. Vous arrivez sur omnidoc.fr et vous allez pouvoir vous inscrire en cliquant sur ce bouton. Et quand vous cliquez sur s'inscrire, vous allez avoir la possibilité de le faire de 2 façons différentes. Le premier, c'est via votre nom ou votre numéro RPPS. Le deuxième, c'est via la carte CPS ou la ICPS. Si on passe par la partie CPS, on est relié à ProSanté Connect, vous renseignez vos informations et on va vous demander donc une adresse mail, un numéro de mobile et un mot de passe qui sont indispensables pour pouvoir créer donc votre compte sur Omnidoc et l'utilisation. Si on passe par le nom ou le numéro RPPS, ici si je suis Émilie Dupont et que je veux m'inscrire, pareil, les informations dont je vous parlais tout à l'heure. Et une fois qu'on est inscrit, on arrive donc directement sur cette page-là, quand on est inscrit connecté. Et là, je suis sur un profil médecin généraliste requérant qui va faire une demande à un ophtalmo, par exemple, autour d'Aix-en-Provence, peu importe, ça marche de la même façon, où qu'on soit en France, quelle que soit la spécialité. Et donc ici, quand vous arrivez sur cette page-là, qui est votre page de présentation, vous allez avoir vos diplômes, votre ou vos diplômes, votre ou vos lieux d'exercice. Et surtout, ce qui est intéressant pour vous lorsque vous êtes sur Omnidoc, c'est soit vous avez directement accès aux pages de réseau, par exemple à la page du CHPC, ou à d'autres réseaux que vous souhaiteriez suivre, soit vous pouvez passer par l'annuaire. Et en fait, cet annuaire, il va venir vous géolocaliser autour de votre lieu d'exercice et vous montrer toute l'offre de téléexpertise qu'il y a autour de vous sur un rayon de 25 km. Cette offre de téléexpertise, vous allez retrouver des points bleus et des points rouges. Les points bleus représentant les experts à titre individuel qui sont prêts à répondre à des avis, et les points rouges qui représentent les établissements, donc ces réseaux d'expertise médicale qui sont mis en groupe sur Omnidoc pour répondre aux avis. On va retrouver ce listing également à droite, avec les réseaux en premier et les professionnels en dessous. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de filtrer par spécialité, ce qu'on veut rechercher. Donc là, si je veux faire une demande en ophtalmologie, je vais venir isoler tous les ophtalmos et tous les réseaux qui contiennent au moins une ligne en ophtalmo. Ici, si je veux solliciter le docteur Guigou, je le sélectionne. Si je veux solliciter le groupe de SOS Rétine, je sélectionne. C'est-à-dire que le requérant arrivé ici, il va forcément choisir un réseau ou un expert qu'il veut solliciter et il va viser sa demande.
Je fais Dr Guigou, j'arrive, je fais voir le profil et j'arrive sur sa page et je peux faire ici demander un avis. Lorsque je demande un avis, la première chose qu'on va me demander, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de renseigner les informations administratives du patient. Donc soit on les renseigne à la main, comme je suis en train de le faire là devant vous, soit on peut le faire via le lecteur de carte vitale ou le pré-remplissage à partir d'un fichier qui contient les informations patients. On va lire ce fichier, on va renseigner automatique. La troisième façon de faire, c'est via les connecteurs qui peuvent exister avec le logiciel métier, qui permettent, depuis le dossier patient, aller chercher les différents documents, de cliquer sur « Demander via OmniDoc ». Ça vous ouvre OmniDoc et ça vous pré-remplit cette partie-là. Lorsque vous faites une demande à un réseau d'expertise médicale, parfois on peut vous demander des informations complémentaires. Ces informations complémentaires peuvent être, donc ce sont des informations patients et ça peut être le numéro de téléphone du patient, son adresse mail ou son adresse postale. Tant que vous n'avez pas renseigné toutes ces infos, vous ne pouvez pas continuer sur la demande. Je vais vous montrer ici si je continue. Je ne peux pas tant que ces infos ne sont pas remplies. Et c'est donc ici, avant qu'on confirme, qu'on me dit qu'en continuant, on confirme avoir recueilli le consentement du patient. Le consentement oral est suffisant et nécessaire. S'il y a besoin d'aller plus loin, on a la possibilité, via ce lien recueillir le consentement, on vous explique comment recueillir le consentement du patient. Vous pouvez télécharger un modèle de consentement que vous pouvez faire signer au patient. C'est assez rare, mais ça peut exister. Je renseigne les infos, je continue, j'arrive sur la page de demande d'avis et donc ici, lorsque vous adressez à un réseau ou un professionnel, surtout à un réseau, vous avez la possibilité d'avoir accès à les instructions médicales. Ces instructions médicales, c'est toutes les informations dont pourra avoir besoin l'expert pour répondre au mieux à votre avis. Dans certains groupes, des hôpitaux, des cliniques ou des cabinets, ils peuvent aller un peu plus loin et mettre en place ce qu'on appelle un questionnaire auquel vous allez pouvoir répondre pour aller plus loin que ces instructions médicales. C'est le cas ici avec le Dr Guigou qui fait partie de SOS Rétine. C'est moi. On prend connaissance de ces instructions, on remplit potentiellement le questionnaire, mais ça va être assez rare. En général, on va juste avoir donc une zone de texte comme celle-ci, on va pouvoir rédiger donc sa demande d'avis et pouvoir donc ajouter des pièces jointes. En fait, les pièces jointes qu'on va pouvoir ajouter à une téléexpertise, c'est toutes sortes d'extensions de fichiers. Donc, ça peut être photo, vidéo, texte, document, PDF, fichier LACOM, etc., etc. Et ici, je vais ajouter par exemple un fond d'œil. Ce que j'aime bien dire aussi à cette étape de la démo, c'est qu'il y a une application mobile qui existe qui vous permet de faire tout ce que je suis en train de vous montrer sur l'ordinateur directement sur votre smartphone. On est relié en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une demande sur votre téléphone et la terminer sur votre smartphone et vice-versa. Tout sera répercuté sur l'autre plateforme. Ici, on a terminé de demander l'avis, on envoie. Une fois qu'on a envoyé notre demande, là, le requis, il reçoit donc une notification par email ou sur son téléphone, c'est l'application qui est téléchargée. Et le côté requis, ça va être assez simple. On reçoit une notification dans mes avis lorsqu'on est en individuel ou via SOS Rétine lorsqu'on est en groupe. On voit un avis en bas, on l'ouvre et on prend connaissance du coup de l'avis du requérant. Une fois qu'on a pris connaissance de l'avis du requérant, on a la possibilité donc de donner la réponse à l'avis dans cet encadré. On a la possibilité donc d'ajouter toutes sortes de pièces jointes, on a la possibilité de prescrire et d'ajouter des modèles de réponse qui vous permettent de gagner du temps lorsque vous allez répondre à un avis et d'utiliser des réponses toutes faites, comme c'est le cas ici avec le pas d'anomalie. Ça nous permet de gagner du temps. On envoie une première réponse et là, c'est vraiment le chat sécurisé entre le requérant et le requis. Une fois que le requis a terminé de répondre à l'avis et considère qu'il peut clôturer, il va la finaliser en cliquant sur le bouton clôturer. Quand on clique sur le bouton clôturer, on va nous demander quel acte on souhaite coter. Donc, c'est un acte TE2 valorisé 20 €. On renseigne une bonne fois pour toutes son numéro de facturation qui nous permet donc de pouvoir avoir la valorisation de l'acte. Et surtout, on a aussi la possibilité de ne pas valoriser l'acte de téléexpertise. Alors, le Hoquin est utilisé dans des cas assez rares lorsqu'il y a, par exemple, lorsque c'est du pur adressage. Merci de voir mon patient et le requis vous répond qu'il va le voir. Dans ce cas-là, on ne valorise pas cet acte. Ou dans d'autres cas un peu spécifiques. Mais en général, on garde la TE2, on clôture. Et ici, on a donc terminé l'avis. Vous voyez qu'il y a deux boutons qui sont apparus en haut à droite. Ces deux boutons, ils vous permettent d'accéder à la traçabilité et à la valorisation de l'avis. La traçabilité, elle passe par des boutons compte rendu. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger en PDF, en Word,
ou utiliser la MS Santé pour vous envoyer le compte rendu dans votre logiciel, s'il n'y a pas de connecteur, ou l'envoyer à un correspondant. Ici, je le télécharge en PDF pour vous montrer à quoi il ressemble. Ce compte rendu, vous voyez, c'est un premier encadré avec les informations administratives du patient, du requérant, de l'expert, les échanges d'avis écrits et les pièces jointes qui sont venues illustrer la téléexpertise. Pour la facturation, lorsque on veut valoriser un acte de téléexpertise, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça va être fait sur votre logiciel habituel. Quand vous cliquez sur le bouton de facturation d'Omnidoc, vous allez pouvoir sélectionner votre logiciel. Soit c'est un logiciel avec lequel on a interopéré et vous allez pouvoir avoir ce bouton qui vous permet, en cliquant dessus, d'ouvrir votre logiciel et de pré-remplir la feuille de soin. Soit c'est un logiciel avec lequel on n'est pas interopéré. Dans ce cas-là, souvent, on a accès, nous, en tout cas en interne, on peut avoir les tutoriels de ces éditeurs et les mettre à disposition. Mais dans tous les cas, quand vous sélectionnez facturation, vous avez accès à toutes ces informations, donc du patient, du requérant, et vous venez cliquer sur les infos pour les copier et les coller dans votre logiciel pour pouvoir générer donc une feuille de soins et vous faire valoriser vos actes. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, ou des remarques ou autres. Alors, il y avait une question du docteur Juan qui demandait si c'était possible sur Omnidoc. Donc, j'imagine que c'était savoir si la téléexpertise était possible sur Omnidoc. Je crois bien que oui, qu'Omnidoc est un outil de téléexpertise. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a plutôt... non, c'était possible sur Doctolib. Doctolib est un outil de téléexpertise. Nous, c'est vrai qu'on s'est plutôt rapproché d'Omnidoc parce que l'ensemble des établissements sont sur Omnidoc et que c'est là qu'on va trouver le plus d'experts. Donc, dans un souci effectivement de cohérence sur le territoire et pour faciliter l'exercice coordonné, on a invité Omnidoc. Mais oui, il y a d'autres outils. Ma question, c'est de savoir s'il y avait le pont, le lien. Oui, et s'il y avait un lien entre Omnidoc et Doctolib. Pour l'instant, il n'y a pas de lien. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est l'envoi du compte-rendu via MS Santé, ce que je vous ai montré à la fin. Quand vous cliquez sur Recevoir via MS Santé, ça vous envoie le compte-rendu dans Doctolib, et dans Doctolib, vous le retrouvez. Comme c'est le logiciel certifié Ségur, tout document avec information patient vous propose de créer le dossier du patient. Si jamais vous êtes côté, ça c'est quand vous êtes côté requis. Quand vous êtes côté requérant, normalement, le dossier du patient est déjà créé, parce que vous allez faire une demande, et dans votre logiciel, vous connaissez déjà le patient, et donc il y a juste à renseigner les informations du médecin que vous sollicitez pour la demande. Ok. Et puis une question de précision parce que j'ai pas bien compris. Concernant la tarification et le paiement, il faut le faire obligatoirement à partir de son propre logiciel ou à partir de la plateforme. Les informations, quand on valide l'acte, sont transmises à la CPM et elle réalise le paiement, ou c'est à partir de notre propre logiciel? C'est dans votre logiciel métier. En fait, dans Omnidoc, on va vous donner toutes les infos pour que vous puissiez le faire dans votre logiciel métier. Aujourd'hui, on ne peut pas facturer, on ne peut pas avoir de dossier patient sur Omnidoc. Tout va se faire sur vos logiciels. Omnidoc va servir vraiment pour l'échange d'avis. Ok, merci. On a une autre question qui est: une MSP doit-elle s'abonner pour être en lien avec Omnidoc et avec l'hôpital? Non. Il y a les deux modes d'utilisation. Soit vos professionnels de santé, ils s'inscrivent à titre individuel totalement gratuitement et ils peuvent échanger avec la ville. Soit vous avez la volonté de créer, en général dans les MSP, c'est plutôt des réseaux requérants, pour que vous puissiez vous partager les avis qui sont demandés pour les patients suivis à la MSP, etc. Et dans ce cas-là, c'est des fonctionnalités qui sont payantes, mais dont on n'a pas parlé aujourd'hui. S'il y a un intérêt quelconque pour vous de créer un groupe pour la MSP, on pourra en discuter sur une autre réunion où je vous ferai une démo de ces fonctionnalités-là. Je pense que Madame Le Bourgeois pourra me passer les contacts si besoin, j'imagine. Ouais. Peut-être une petite précision sur les MSP. Je parle sous couvert de la présence de la CPM qui est là. Je crois que à l'intérieur d'un PSLA, du MSP, on est obligé d'utiliser les outils du PSLA. C'est-à-dire, si je suis infirmier et que je veux contacter un médecin traitant qui fait partie du PSLA, par exemple, je ne peux pas utiliser Omnidoc puisqu'on est censé avoir des outils internes au sein de la structure. Bien sûr. Je parlais d'Omnidoc dans le cas où on fait des demandes externes à la MSP, donc, et qu'on veut se partager les demandes qui sont faites. Par exemple, on a une MSP avec un médecin, une infirmière, une sage-femme, enfin, je ne sais pas. Et ce groupe-là, du coup, fait partie de la même MSP. Du coup, ils peuvent créer un groupe sur Omnidoc, mais c'est pour les demandes externes lorsqu'ils vont demander un avis à un expert en dehors de la MSP, bien évidemment. Et je crois que Fabien voulait peut-être dire deux mots par rapport à… Non, je pense que non, ok. la réponse a été apportée.
Après, c'est pas interdit d'utiliser un outil commun parce que malheureusement, on sait très bien que les outils médecins sont pas les mêmes que les outils pharmaciens, que les outils infirmiers, kinés. Donc, ça permet d'avoir un outil avec un commun en fait. Sinon, après, c'est de la MS Santé. Pour trouver le réseau, par exemple, de Pasteur, c'est assez simple à partir de Midoc. Oui, en fait, si vous êtes Pasteur, c'est où exactement? Le CHPC de Pasteur, justement, parce que je crois que c'est celui que vous montriez en exemple. Ah Là. oui. En fait, si vous êtes sur l'annuaire, vous pouvez le trouver. Ce sera le point rouge D'accord. CHPC. Ok. Et après, vous pouvez le rechercher quand vous allez dans l'onglet Mes demandes et vous faites Nouvelle demande. Vous allez pouvoir le retrouver en tapant CHPC ou Cotentin et vous allez retrouver le réseau. D'accord. J'ai cru voir aussi que le logiciel, moi, je me suis déjà connecté dessus. J'ai cru comprendre aussi que pour autant, le professionnel qui s'inscrivait, il pouvait aussi, entre guillemets, réduire le nombre de personnes qui pouvaient le contacter, c'est ça? Ou c'est Dans quel ouvert à... sens? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, quand on est inscrit dessus et que n'importe quel autre professionnel peut nous contacter, ou est-ce que, par exemple, pour demander un avis, ou est-ce que, par exemple, on peut limiter comme une porte d'entrée à un certain nombre de professionnels qui peuvent nous demander un avis? Oui, vous avez la possibilité, tout à fait, dans vos paramètres, d'une, ne pas apparaître sur l'annuaire. Donc, vous êtes sollicitable et pas apparaître sur l'annuaire comme ça. C'est à vous. Vous avez la possibilité de partager votre profil à vos interlocuteurs habituels. Et vous avez bien sûr la possibilité de ne pas répondre à des avis et d'être uniquement au carreau. Il y a une question du docteur Beldico qui demande s'il faut être conventionné avec la sécurité sociale pour être rémunéré pour un avis. Tout à fait. C'est un acte qui est rémunéré par l'assurance maladie. Il faut être à minima conventionné à l'assurance maladie. Je vais peut-être Fabien répondre, mais il me semble que oui. Non, ce serait dans quel cas, pardon, je vais l'enlever. Ce serait dans quel cas où un médecin salarié, parce qu'après c'est la structure, ce serait facturable éventuellement au niveau de la structure. Rémi, peut-être que tu peux préciser. Quel type d'établissement Alors, on n'entend pas Rémi. Il y avait une autre question de Rémi, toujours. Quel type d'établissements sont éligibles au financement? J'ai un numéro FINES via la structure dans laquelle je travaille. Là, je vais la prendre la question avec votre nom. Je vais plutôt laisser Sixtine, alors qu'il ne peut pas être là, qui est vraiment sur la partie conventionnelle et législative. Regarder la question, je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, je m'occupe. C'est le docteur Beldico et j'imagine que c'est pour l'ACAIS. L'ACAIS, d'accord. Surtout qu'il y a plein de cas particuliers. En tout cas, la DGOS, parce ça dépend quel établissement, ça existe quand même, hein, les. Ça dépend quel type d'établissement, sur quel type d'avis, est-ce que le patient est hospitalisé, pas hospitalisé. C'est ça. Ça dépend de pas mal de choses. De mémoire, c'est ça. Oui. Je transfère, j'ai envoyé la question à Sixtine, on reviendra vers vous. Docteur Beldico. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Si ce n'est pas... Si. Thierry Guillard, lève la main. Oui, bonjour. Je suis Thierry Guillard, nous sommes audioprothésistes dans le Nord Cotentin. Nous avons un maillage avec 6 centres dans le Nord Cotentin. Nous avons de plus en plus de patients qui ont des difficultés à se déplacer, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de capacité. Et est-ce qu'il est imaginable de faire de la téléexpertise pour une consultation ORL, pour avoir une prescription ou par rapport ou un généraliste qui aurait suivi la formation en odontologie?
Vous avez la possibilité de faire ces demandes-là via OmniDoc. Après, elles ne sont pas valorisables à l'assurance maladie. Là, je laisse Fabien confirmer. Oui, là, on est plus dans le cadre de la téléconsultation. Niveau ORL, je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Ouais, Mais parce ça que peut rentrer dans le cadre de la téléconsultation, la question. Ouais. Et je pense aussi que s'il y a une demande qui est faite du OmniDoc, il faut que de toute façon, l'expert à qui on demande voit le patient derrière. D'accord. Après, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, mais... Non, parce que nous avons un syndicat qui s'y oppose un petit peu. Néanmoins, on est obligé de se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, de plus en plus de patients ont des problèmes de mobilité parce qu'ils ont des maladies un peu complexes. Et c'est vrai que des fois, pour avoir un rendez-vous avec un ORL, même si sur la région, on a plutôt de bonnes relations avec l'ensemble des ORL, on arrive à avoir des rendez-vous assez courts. On a des patients qui sont très âgés parfois, qui ont vraiment ce problème de mobilité, et la téléconsultation pour nous ou la téléexpertise nous semble une solution tout à fait possible, sachant qu'en tant qu'audioprothésiste, on fait l'audiogramme, on peut faire un fond de l'œil, un fond une photo du tympan, et tout envoyer par dossier comme vous l'avez exprimé dans la présentation, c'est-à-dire envoyer un dossier relativement complet. Alors, on avait une autre question avant de prendre celle du docteur Valto. C'est combien de temps, une fois que l'avis est donné, on a combien de temps pour faire valoir la rémunération? Alors, c'est un acte classique, comme tous les autres actes, hein, c'est 2 ans et le trimestre en cours. Hein. Quand vous effectuez un acte médical, vous avez 2 ans et le trimestre en cours pour faire la facture. Oui, c'est 2 ans et 3 mois, enfin, et 3 mois, quoi. C'est ça, non? Oui, quand vous dites le trimestre en cours, okay. Quand même. Oui. Enfin, le trimestre désolé, en cours, c'est 2 ans plus 3 mois. Docteur Valto? Docteur Valto, vous pouvez poser votre question. Votre micro est coupé pour l'instant. Si vous n'arrivez pas à remettre votre micro, vous pouvez peut-être le mettre sur le chat, votre question directement. Bon, manifestement, on a un problème technique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que vous aviez des choses à rajouter de votre côté, Monsieur Neves, ou est-ce qu'on a fait le tour? Moi, c'était bon, j'avais fait le tour. Enfin, de mon côté, c'est OK. Élise, tu avais une question. Oui, bonjour. Au niveau, je suis désolée, j'ai pas pu tout suivre. Au niveau de l'adressage, je suis infirmière en pratique avancée et azalée, donc salariée. Est-ce que vous avez d'autres personnes azalées? Comment ça se passe? Je suis en train de m'inscrire là avec mon numéro RPPS. Enfin, est-ce qu'il y a des particularités ou pas? Pas de particularité, en tout cas, sur l'utilisation de la plateforme. On peut l'utiliser pour faire des demandes d'avis. OK. Il n'y a pas de, à partir du moment où vous avez un numéro RPPS, potentiellement un numéro de facturation si vous voulez valoriser les actes que vous faites côté requérante. OK. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication particulière. OK, merci. Est-ce que du côté de la CPM, vous aviez des choses à rajouter? Non, pas particulièrement. Voilà, je reste disponible pour une aide surtout technique, si besoin, professionnel, s'ils veulent qu'on essaye ensemble. Pour la facturation, des fois ça peut être un petit peu perturbant de facturer pour les requis des patients qui n'ont jamais vu, donc qui ne sont pas connus dans la base de données de leur logiciel de facturation. Ouais. Mais bon, il n'y a rien de trop compliqué, mais il faut le faire une fois pour voir comment ça se passe. Et donc la question du docteur Valto était sur l'EHPAD. Je travaille en EHPAD soumise au budget global et je ne pense pas
que je puisse facturer mes demandes. J'ai déjà utilisé OmniDoc et je n'ai donc pas facturé. Donc la réponse, effectivement, de Claudio, c'était que ce n'était pas facturable pour les résidents d'EHPAD. Exactement. C'est eux qui sont en dotation globale. Mais ils peuvent quand même utiliser la plateforme. Donc c'est très bien de l'avoir utilisé et de ne pas avoir facturé, mais au moins ça vous permet d'avoir une trace de ce qui a été demandé pour les résidents. Super. Eh bien, merci à tous pour votre présence. Donc, comme je le disais, c'est enregistré, donc n'hésitez pas à transmettre aux confrères et aux consoeurs le contenu du webinaire pour que ce soit diffusé le plus largement possible et qu'on puisse développer la pratique qui simplifie la vie. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir.